La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. La troisième enquête permanente sous-régionale sur le commerce international des services démarre lundi prochain pour 2 mois. Les États de l'UEMOA veulent avoir des statistiques fiables pour mieux planifier le développement. Un guide du contrôle citoyen de l'action publique validé au Togo, l'on peut désormais suivre le travail des élus locaux, les rappeler à l'ordre s'ils sont en défaillance dans la mission qui leur est confiée. Et puis, l'on l'a espéré, mais à peine trouvé qu'il suscite des appréhensions, le vaccin contre la maladie à coronavirus. Alors que le Togo entame dans les tout prochains jours sa campagne de vaccination, nous revenons ce soir sur la nécessité d'adhérer au processus pour se préserver et préserver les autres. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Au deuxième jour de son séjour au Togo, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine a été reçu par le chef de l'État-fort Eswazimna Gnassingbé. Mene Wamkele a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour le soutien du Togo lors de sa candidature au poste qu'il occupe depuis le 10 février 2019. Le secrétaire général de la ZLECAf a encore une fois relevé les efforts du Togo ces dernières années en matière d'infrastructure. Nous vous proposons de l'écouter au sortir de l'audience. Il est au micro de Gérard Lagoud. Well, we had a wide-ranging conversation with His Excellency the President, but the main reason for me to be here was to express my appreciation Nous avons eu des échanges plus élargis et décontractés avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais la raison principale pour laquelle nous sommes venus ici est d'exprimer notre gratitude au chef de l'État, au gouvernement togolais pour avoir soutenu notre candidature l'année dernière en février 2020. Ensuite, nous avons discuté des défis liés aux infrastructures de transport en Afrique et de la nécessité d'accélérer le développement de ce secteur. Et c'est un levier pour relever l'Afrique de la pauvreté. J'ai également saisi l'opportunité pour féliciter le président de la République pour les impressionnants progrès réalisés par le Togo dans le domaine des infrastructures commerciales, le hub logistique, le port. Bref, j'ai noté d'importantes avancées ici plus que dans d'autres pays du continent. Le Togo est un modèle. Le troisième sujet abordé, c'est la forte implication de la jeunesse et des femmes dans le commerce pour atteindre les objectifs assignés à la ZLECAf. Et la remarque que j'ai faite est que si nous n'impliquons pas les femmes et les jeunes, nous ne pouvons pas réussir. Voilà les points saillants de nos discussions avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et le chef de l'État est très disponible et a promis le soutien du Togo au secrétariat général pour l'opérationnalisation de l'espace commun, la ZLECAf. Mene Wamkele, secrétaire général de la zone de libre-échange africaine, reçu ce jour par le chef de l'État. Il a échangé par la suite le secrétaire général de la ZLECAf ce vendredi avec le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Togo, puis il a rencontré également les acteurs du secteur privé, Mene Wamkele. Il a donc sollicité leurs diverses implications pour la réussite de cette mission commune pour l'intégration sur le continent africain. Il avait à ses côtés le ministre du Commerce, compte rendu Ramdan Bassina. Pour son deuxième jour au Togo, Wamkele Mene, secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, a échangé d'abord avec le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Togo. Avec les diplomates, il s'agit de mesurer leur implication dans le processus pour une ZLECAf performante. Il ressort que leur appui en matière de facilitation des négociations ainsi que la dissémination des informations reste un grand apport. Pour nous, c'était une grande opportunité de comprendre et d'échanger
avec le responsable du secrétariat de cette zone continentale de libre-échange, de nous donner la vision que les chefs d'État des pays membres lui ont inculquée, et nous aussi comprendre quelle sera l'implication des ambassadeurs accrédités dans les pays membres. Puis, avec les acteurs du secteur privé, Wamkele Mene a souligné que la ZLECAf est une opportunité d'investir en Afrique. Mais il faudrait mieux connaître l'organisation pour mieux investir. Il y a un grand marché qui s'est ouvert. Le marché ne s'arrête plus au niveau de la CEDEAO, mais évidemment, le marché s'est élargi et à tout le continent pour les opérateurs économiques. L'avantage aujourd'hui, c'est que le marché s'est vu agrandi et c'est un avantage pour le Togo. Look at the economy of Togo. Vu tout le développement qui a été mené ces dernières années au Togo, en termes de hub logistique, si nous prenons le port autonome de Lomé, si nous prenons l'aspect aéronautique, en témoigne beaucoup. Et quand nous voyons aussi le dynamisme du commerce et du développement au Togo, vraiment, ça rassure et ça promet. Et en effet, le Togo est capable de contribuer dignement. Le ministre en charge du commerce, Kodjo Adeye, a rappelé qu'au Togo, le gouvernement accorde une place de choix au secteur privé dans ses différentes stratégies de développement. Nous croyons en nos forces en tant qu'Africains pour y parvenir. Et la ZLECAf, voulue par nos chefs d'État et de gouvernement, vient donc nous reconforter dans notre vision, celle de pouvoir transformer en Afrique et booster le commerce intra-africain. L'Afrique de demain, celle dont les pères fondateurs ont toujours rêvé, serait-elle en phase de se réaliser avec la ZLECAf? Rendez-vous d'ici quelques années pour une Afrique fière et prospère. Et on reste dans le monde des affaires, le Togo va réaliser la 3e enquête permanente sur le commerce international des services. L'enquête va démarrer lundi prochain, 1er mars, pour s'achever le 30 avril. Elle est dirigée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Et elle vise, cette enquête, à créer une base de données qui renseigne sur les transactions internationales de services. Précision, Carmen Madjia Katbokitet à la conférence de presse d'annonce de cette information. Du 1er mars au 30 avril prochain, le Togo va réaliser la 3e édition de l'enquête permanente sur le commerce des services pour le compte de l'année 2019 EPSIS 2020. Cette enquête sera réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED et permettra au pays de disposer d'une base de données des statistiques du commerce international des services. L'enquête sur le commerce international des services a été initiée suite à un constat. Le commerce international se faisait d'habitude sur les marchandises. Il s'est révélé ces derniers temps, les transactions de services ont pris de l'ampleur. Et donc la commission de l'UEMOA, ayant constaté cette ampleur, a décidé donc de capter également ces statistiques dans l'économie des pays membres. Et c'est pour cela que cette enquête a été initiée pour les pays de l'UEMOA avec la même méthodologie, le même outil de collecte. Les résultats de la 2e édition montrent que le Togo a exporté 321 milliards de francs CFA en termes de services. Le secteur des transports occupe 66%, celui des assurances 19% des exportations réalisées. En termes d'importation, le service de transport est toujours le premier service importé. Suivent ce que nous appelons les autres services aux entreprises, c'est-à-dire les services juridiques, les services de comptabilité, les services d'audit, et puis vient enfin les services d'assurance et de pension. Les données collectées au cours de cette 3e enquête permanente sur le commerce international des services permettront d'élaborer les statistiques sur le commerce international des services, le suivi des accords commerciaux et l'élaboration des comptes nationaux.
L'Agence nationale d'appui au développement à la base élabore sa stratégie de collaboration avec les mairies du Togo. C'est de manière participative donc que cela se fait, sans préjudice pour les actions d'intérêt local et dans les grandes orientations nationales. C'est une série d'ateliers régionaux qui offrent le cadre à ce travail, l'étape de la centrale avec Désiré Alloy. Faire plus et mieux encore, l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB s'attelle pour améliorer les conditions de vie des populations suivant le plan stratégique du gouvernement togolais. Une nouvelle page s'ouvre avec les communes et pour réussir, une élaboration participative des stratégies s'impose en mettant l'accent sur les actions de développement à la base dans une parfaite collaboration. Dans la préfecture de Djamba par exemple, ANADEB a fait beaucoup de réalisations dans plus d'un domaine. Le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la réalisation des infrastructures. C'est énorme. Alors, aujourd'hui, le partenariat avec les communes, sur la base de la convention, cette collaboration va contribuer à résoudre davantage de problèmes de nos communautés. Il n'est pas question de douter, il suffit que les communes fassent confiance à ANADEB. Dans les communes, c'est les besoins à la base qui sont collectés, comme ce qui faisait ANADEB avec les CVD ou les CDQ. Les communes sont plus proches des populations pour vivre la vraie réalité. Donc ANADEB vient en appui pour concrétiser les besoins de ces communautés à travers les communes. Les communes deviennent des interlocuteurs directs de l'ANADEB. Préfets, maires, acteurs du ministère en charge du développement à la base, organisations de la société civile et consultants au niveau régional à Sokodé échangent afin de définir de meilleures stratégies à mettre en œuvre au niveau local avec comme but assurer la réussite de la décentralisation. Ce qui nous préoccupe, c'est de pouvoir s'accorder pour se mettre ensemble et avancer dans la lutte contre la pauvreté avec les peu de moyens que nous avons. Tout simplement, nous dirons, c'est une synergie d'action que nous voulons entre nous et les mairies pour vraiment pousser les frontières de la pauvreté très loin dans nos pays, au niveau des communautés à la base. Et là, nous avons besoin des cadres de concertation, les antennes aussi au niveau des régions pourront avoir des cadres aussi avec les communes. Et au niveau des préfectures, vu que nous sommes aussi au niveau des préfectures, ça peut se faire. Et donc, mais de tout dépendra du cadre qui sera mis au niveau central entre la direction générale de l'ANADEB et la fêtière des communes au Togo. Il est question de mettre les communes au cœur du pilotage des projets de développement. Cette stratégie novatrice est un ensemble de micro-actions intégrées cohérentes, projets identifiés à matérialiser dans l'objectif d'améliorer les revenus et le cadre de vie des populations, un minimum vital commun. Et toujours pour la réussite de la gestion locale et de la décentralisation, le réseau des organisations de la société civile a validé un guide de contrôle citoyen de l'action publique. Le guide a été élaboré pour permettre donc à ces acteurs de jouer leur rôle de contrôle des politiques et de rappeler à l'ordre éventuellement les élus locaux s'ils sont défaillants vis-à-vis de la mission qui leur est assignée. Le guide a été élaboré avec l'appui de la GIZ. Précision de Doharé. Les organisations de la société civile veulent être plus regardants dans les politiques et stratégies de développement local. La démarche exige d'elles la maîtrise des outils adéquats dans le contrôle des projets et programmes de développement engagés dans les communes. Un guide sur le contrôle citoyen de l'action publique a été élaboré dans ce sens et soumis à leur appréciation. Le guide que nous avons élaboré vise essentiellement à permettre aux acteurs de la société civile d'avoir les outils nécessaires pour réussir ce contrôle citoyen de l'action publique dans les cas où effectivement ils veulent s'y engager. C'est important qu'on explique aux acteurs de la société civile le fondement légal, c'est-à-dire la base sur laquelle un citoyen d'un certain niveau peut se fonder pour aller vers les autorités et annoncer qu'il veut faire le contrôle citoyen de l'action publique. Nous avons expliqué c'est quoi le contrôle citoyen de l'action publique, qui peut le faire, quand est-ce qu'il faut le faire et comment s'assurer qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui est hors
de cet exercice-là. Le rôle des acteurs de la société civile est crucial dans le processus de décentralisation et s'assurer que les élus locaux agissent en faveur de la population est l'un des éléments fondamentaux qui va davantage guider leurs actions. La première démarche que nous aurons à faire, une fois de retour, c'est de vulgariser le document-là au niveau des communautés, afin qu'on puisse être sur la même longueur d'onde lorsqu'on parle du contrôle citoyen de l'action publique. Les expériences réussies des pays de la sous-région sont ici partagées et permettent à ces acteurs d'avoir des connaissances diversifiées pour être de véritables acteurs de décentralisation. Le guide est élaboré avec l'appui de la GIZ via le programme de décentralisation et de gouvernance locale. Alors, de quoi parle-t-on précisément quand on parle de contrôle citoyen de l'action publique? Vous le savez, l'élu local a pour mission de mener des actions en faveur du développement de sa commune et le citoyen a le droit d'exiger des comptes. Le citoyen a le droit de contrôler l'action publique pour amener les collectivités locales à mener des actions orientées vers le bien-être de la population. Dans le dossier qui va suivre, on va voir quelle influence cela peut avoir sur les décisions prises dans les communes. Avec Dodo Aré. L'avis du citoyen compte dans la gouvernance locale. Plus il est impliqué dans les différentes sphères de prise de décision, plus il y a des chances de mener des politiques efficaces, orientées vers des secteurs prioritaires et qui répondent aux besoins de développement local. La gestion transparente et la bonne gouvernance des collectivités locales reposent donc sur le contrôle citoyen de l'action publique qui exige indirectement des élus et les organes communaux un compte rendu de leur action. Cependant, ne contrôle pas l'action publique qui veut. On ne se lève pas dans une communauté X pour dire qu'on fait du contrôle citoyen de l'action publique. Il faut s'organiser, il faut connaître le cadre légal et il faut s'assurer, par exemple, d'avoir des alliés. Et c'est une étape importante du processus de démocratisation en général et de la décentralisation en particulier, dans la mesure où il y a des maires qui vont commencer par prendre des initiatives aux côtés du pouvoir central qui lui aussi en prenait avant. Et donc, dans ce contexte, c'est très important que les acteurs de la société civile, d'une part, et les élus locaux, d'autre part, comprennent quel type d'interaction ils sont censés avoir. Parce que, justement, l'une des exigences du processus de décentralisation, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. La loi dit clairement que les élus locaux ont le devoir de rendre compte de leur gestion aux populations. Il y a des conditions indispensables à la réussite du contrôle citoyen de l'action publique. Les organisations de la société civile du Togo sont justement à la quête des connaissances dans le domaine pour exercer efficacement leur droit de regard sur les politiques publiques des communes. Les avantages vont de l'amélioration de la performance des acteurs locaux à une bonne gouvernance inclusive des communes. Le citoyen a absolument intérêt à s'engager dans le contrôle citoyen de l'action publique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en réalité, l'autorité, que ce soit au niveau national ou au niveau local, l'autorité gère la chose publique pour le compte du citoyen. Et donc, lorsque quelqu'un gère quelque chose pour vous, il est de votre devoir, ne serait-ce que de vous assurer que la gestion va dans le sens que vous avez souhaité initialement. Ensuite, l'autorité, pour des besoins d'amélioration des performances, a intérêt à susciter dans l'espace de la commune des citoyens éveillés qui, de temps en temps, viennent participer, ne serait-ce qu'aux débats communaux, qui, de temps en temps, leur envoient des courriers pour les encourager sur ce qui est fait, mais aussi pour relever les failles de ce qui est fait. Et donc, vous l'aurez constaté, le grand intérêt pour les citoyens, c'est que les ressources qui sont mobilisées à travers les impôts, à travers d'autres formes, sont gérées par les élus locaux. Et d'ailleurs, dans la mobilisation même des ressources, le citoyen, en faisant le contrôle citoyen de l'action publique, peut se prononcer sur la pertinence de certains impôts ou taxes. Le citoyen peut dire, oui, vous avez l'année dernière collecté tel montant de telle façon pour faire tel service, mais nous n'avons plus besoin de ce service-là, et donc, en conséquence, ce n'est plus utile. L'autre revers, c'est que le citoyen, en faisant le contrôle citoyen de l'action publique, peut se prononcer sur la pertinence de certains impôts ou taxes. Le citoyen peut dire, oui, vous avez l'année dernière collecté tel montant de telle façon pour faire tel service, mais nous n'avons plus besoin de ce service-là, et donc, en conséquence, ce n'est plus utile.
c'est que le citoyen peut dire, oui, vous avez effectivement collecté des ressources, mais nous avons constaté que la façon dont ces ressources ont été gérées, ou l'institution à laquelle vous avez confié la gestion de ces ressources n'était pas la plus appropriée. Et donc, en définitive, c'est vraiment un exercice dans lequel, normalement, l'ensemble de nos compatriotes doivent être encouragés à s'engager. Que l'on soit simple citoyen ou que l'on soit autorité locale, le contrôle citoyen de l'action publique est aujourd'hui un outil permettant de mieux développer nos communautés, permettant d'améliorer les prestations des autorités, mais permettant aussi, et je terminerai avec ça, d'identifier les priorités. Dans une commune donnée, les autorités peuvent estimer que le plus important, c'est de construire une école, alors que les citoyens vont estimer pour leur part qu'il faut plutôt construire un centre de santé. Plusieurs canaux peuvent servir dans le contrôle citoyen de l'action publique. Les acteurs de développement peuvent se lancer dans la sensibilisation, la dénonciation ou utiliser tout autre outil formel qui s'offre à eux. Au-delà de la société civile et des citoyens, le contrôle citoyen de l'action publique peut être mené par des associations de base dans les collectivités et les médias. En tout cas, une synergie d'action aurait un impact significatif. Activité à la primature, le directeur général de la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur a été reçu à la primature. M. Olivier Lederer est allé faire le point au Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe du bilan exercice 2020 de la Ségus. On l'écoute à sa sortie d'audience. Yasmine Kodja nous en parle. Le bilan de l'exercice 2020 de la Société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur, Ségus, est ici exposé à la chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga-Dogbe. Des avancées enregistrées entre autres, la dématérialisation et la digitalisation des services. Les avancées qui étaient très attendues par les acteurs, qui étaient la possibilité de payer en ligne les documents de frais uniques, qui est une liste de factures, et qui permet aujourd'hui d'être payé en ligne par virement bancaire et non plus obligatoirement se déplacer auprès des guichets des banques pour payer par chèque ou en espèces. Aujourd'hui, il s'agit d'une grande avancée de dématérialisation, de digitalisation aussi. Donc aller de l'avant, aller vers le sens du gouvernement, de l'État et d'offrir d'autres possibilités de dématérialisation. De plus, une autre grande avancée qui a été réalisée par les banques partenaires du guichet unique est de pouvoir collecter les recettes de chacune de ces structures et les reverser immédiatement. Auparavant, les recettes étaient reversées le lendemain après réconciliation par le guichet unique. C'est que ces structures peuvent encaisser immédiatement et directement sur leur compte leurs propres recettes. Si bien que d'autres structures ont gagné en confiance sur le guichet unique et ont souhaité aussi dématérialiser leurs recettes, leurs honoraires à travers le guichet unique. Et je pense notamment à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo qui a déjà démarré la dématérialisation de sa déclaration aux douanes unique, qui est une ligne de facture supplémentaire. L'autorité nous soutient et elle nous souhaite effectivement que nous allions de l'avant avec l'ensemble des acteurs. Des résultats qui doivent inciter d'autres structures. Mise en place en 2014 dans le cadre des réformes pour la relance de l'économie nationale, la Ségus entend poursuivre ses efforts, ceci pour répondre aux attentes des acteurs. Madame la Première ministre a été ce jour dans la région des Savanes où elle a procédé au lancement du projet PASCO 2, un projet qui va favoriser la construction de forages et l'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural. Signalez également que le classement Women Business and Law 2021 sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin dans le monde a classé le Togo premier en Afrique de l'Ouest et 7e sur le continent africain. Nous y reviendrons avec plus de détails prochainement. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural forme les acteurs des filières maïs et riz sur la culture entrepreneuriale. En ligne de mire, la meilleure gestion de leurs entreprises agricoles. On fait le point avec Sylvain Raboudou. Le secteur agricole est un secteur clé sur lequel le gouvernement s'appuie pour l'atteinte
de la vision stratégique du Plan national de développement PND, dont l'axe 2 envisage la transformation des produits agricoles. Cette vision a permis à beaucoup de producteurs de se constituer en organisation paysanne pour améliorer leur productivité. Mais le constat fait, c'est que ces organisations manquent d'outils entrepreneuriaux pour mieux conduire leurs entreprises avec efficacité. C'est ce qui explique ce rendez-vous des acteurs des filières riz et maïs, une rencontre pour les outiller afin de susciter en eux l'esprit d'ouverture entrepreneuriale, mais aussi les amener à la structuration de leur filière. Cette thématique s'inscrit dans l'objectif de la feuille de route 2025, notamment en ce qui concerne le secteur agricole. Il s'agit de la professionnalisation des acteurs. Et quand on parle de professionnalisation, nous connaissons le niveau d'organisation de nos acteurs. Nous avons jugé nécessaire leur donner des connaissances sur la notion entrepreneuriale. Comment gérer son organisation, comment organiser son plan d'affaires. Et il va de même aussi pour la gestion de ces coopératives et organisations de producteurs que nous avons mises en place. C'est pour permettre aux acteurs de mieux s'organiser pour améliorer leurs conditions et partant relever l'économie nationale. Pour le moment, ce sont les acteurs des chaînes de valeur agricole, notamment du maïs et riz, qui bénéficient de cette perspective du gouvernement en vue de permettre aux producteurs de redynamiser toutes les filières destinées à améliorer la croissance économique et favoriser le bien-être des populations. L'ambition pour le gouvernement, c'est de former des jeunes et femmes membres des organisations paysannes à cerner les questions de culture entrepreneuriale pour que la production, la transformation et la commercialisation soient professionnalisées et de qualité. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du ministère des Armées. Dans le cadre du renforcement de l'effectif du personnel non officier dans les forces armées togolaises, un recrutement général et de spécialistes est ouvert du 1er mars au 30 avril 2021 dans toutes les préfectures du Togo aux jeunes des deux sexes répondant aux conditions à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les brigades de gendarmerie des préfectures d'origine ou de résidence des candidats au plus tard le 12 mars 2021 contre une quittance de 5 000 francs qui sera présentée le jour du recrutement. La liste des candidats retenus sera affichée dans les brigades de gendarmerie des lieux de dépôt. Les dossiers incomplets seront tout simplement rejetés. Notez bien, compte tenu du contexte pandémique actuel, le respect des mesures barrières est de rigueur et d'autres communiqués préciseront les modalités pratiques du déroulement du dit concours de recrutement dont les détails sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Alors que le Togo attend incessamment ses premières doses de vaccins contre le Covid-19, il importe aujourd'hui de comprendre la nécessité d'adhérer à cette immunisation collective. Le vaccin semble être aujourd'hui le plus efficace moyen de freiner le fort vent de contamination. Les populations, elles, sont noyées sous un flux tendu d'informations des plus alarmistes aux plus farfelus. Des éclaircissements s'imposent bien. Robert Potogbe, Sonia Ameniko. Pour les scientifiques virologues, la lutte contre le Covid-19 doit se faire à deux niveaux. En plus des bavettes et des mesures de distanciation, la vaccination s'impose comme l'alternative efficace de riposte. Une mesure de prévention qui profite aux personnes déjà infectées comme saines. Si nous tous nous sommes vaccinés, on a fait les projections, d'ici un an, on aura peut-être fait disparaître Covid. Quand on compare le groupe des gens qui ont reçu le vaccin et le groupe de ceux qui n'ont pas reçu, il y a beaucoup moins, 100 fois moins, 1000 fois moins de formes graves, alors que dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin, il y a eu 200 Covid graves. Donc c'est le premier bénéfice. Ça fait que les formes graves, on est obligé de nous amener à Kégué, on est obligé on ne sait pas si on va s'en sortir, et diminue. Donc c'est bon pour nous. La deuxième chose, le combat va cesser faute de combattants. Plus les gens sont vaccinés, moins le virus peut circuler pour trouver quelqu'un qui n'est pas vacciné pour l'attaquer. Mais une question demeure. Doit-on toujours porter le masque
et respecter les mesures de protection après être vacciné. Quand vous faites un stock d'armes, mon Dieu, ce n'est pas en une journée. Il faut au moins 15 jours pour que ça se fasse. Mais si dans ces 15 jours-là, tu avais déjà Covid, si tu parles en masse, tu vas me contaminer. Toi, tu vas être protégé parce que dans ton corps, il y a un peu d'anticorps. Pendant les 15 jours-là, je suis contagieux. C'est pour ça qu'il faut respecter les mesures barrières. Un défi de taille à relever par rapport à la vaccination. Il faut aussi convaincre la population de se faire vacciner face aux fausses informations qui circulent et inondent les réseaux sociaux. Et donc, par rapport aux réseaux sociaux qui appellent à ne pas vacciner, je leur demande de bien se renseigner. Ce que nous disons, on n'est pas resté assis ici et puis on nous a dit ça. C'est ce qui se passe depuis pour tous les vaccins. Il y a des années qu'on vaccine. Il faut qu'on les sensibilise, qu'ils nous écoutent. On va tout leur expliquer. Donc c'est grâce à la vaccination que la poliomyélite a disparu du monde. Il n'y en a plus. Vraiment, à la population, je pense qu'il faut qu'ils répondent massivement pour cette vaccination. 215 millions de doses de vaccins ont été administrées à travers le monde. Et en Afrique, 3 millions de personnes ont été vaccinées. Dans les prochains jours, le Togo va recevoir ses doses de vaccins gratuits d'AstraZeneca par rapport au dispositif COVAX. Et le Covid-19, vous savez, mute, se transforme et devient insaisissable par les médecins. Que faut-il aujourd'hui comprendre du virus, de ses complications et de ses mutations en question? Élément de réponse avec Augustin Kossi. Ce qu'on a rapidement compris, c'est que le coronavirus entre par les voies respiratoires. Il utilise un récepteur appelé ACE2 très abondant dans les cellules de la muqueuse qui tapissent la cavité nasale et les poumons. Ce récepteur est la porte d'entrée qui permet au virus de coloniser les cellules et de s'y multiplier. De là, les virus vont se disséminer dans la trachée, les poumons et les bronches qui sont les signes précoces de l'envahisseur. C'est ce qui provoque des symptômes grippaux comme la fièvre, le rhume, la toux et les difficultés respiratoires qui peuvent parfois s'aggraver en pneumonie et en détresse respiratoire aiguë. L'échange entre oxygène et gaz carbonique est compris. Au début, on a donc pensé que c'était une maladie pulmonaire. Mais il y a des cellules et autres organes dans le corps qui possèdent également des récepteurs ACE2 en moins grande quantité. Si le système immunitaire n'a pas réussi à contrôler l'infection dans la première phase pulmonaire, les virus vont continuer leur invasion. Ils peuvent alors affecter le cœur, les artères et les veines, l'appareil digestif, le foie, les reins, les tissus conjonctifs, le système nerveux et même le cerveau. Chacun de nous a un système immunitaire unique qui va se défendre un peu différemment face au virus. C'est ce qui explique la diversité des symptômes qui a tellement dérouté les médecins depuis le début de cette pandémie. Le spectre va d'aucun symptôme à la catastrophe totale, en passant par les effets surprenants comme la perte du goût et de l'odorat. Ce sont des atteintes neurologiques qui peuvent également provoquer des troubles de la conscience avec des effets confusionnels, des évanouissements, de la somnolence et de l'apathie qui va jusqu'au coma ainsi que des épilepsies et des AVC. On a aussi observé d'étranges atteintes vasculaires avec des éruptions cutanées, des problèmes aux extrémités des mains et des pieds qui ressemblent à des engelures. Après des symptômes grippaux parfois très légers, la santé de certains patients se dégrade soudain, très brutalement, sans signes annonciateurs, généralement autour du 8e jour après les premiers signes de l'infection. C'est ce que les soignants redoutent. Ils appellent ça un orage de cytokines. Les cytokines sont des agents de l'immunité. Ils sont mobilisés en trop grand nombre pour une réaction disproportionnée du système immunitaire. Cet emballement contre le virus provoque une inflation tellement violente qu'elle détruit les tissus des organes. Récemment, les médecins ont observé que cette tempête inflammatoire peut aussi provoquer des troubles de la coagulation qui devient trop forte. De multiples mini-cailloux se forment et bouchent les vaisseaux sanguins. Ces graves perturbations de la circulation font dire aux scientifiques
que le coronavirus provoque non pas une maladie pulmonaire, mais une maladie inflammatoire systémique des vaisseaux sanguins. C'est la défaillance multiple des organes qui peut conduire au décès. Ce qui nous amène donc à faire le point de la situation de la pandémie sous nos cieux. À ce jour de vendredi 26 février 2021, l'on dénombre le nombre de cas confirmés 6730, dont le nombre de cas confirmés 6730, 93 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 5522, 33 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs actuellement au Togo est de 1126. Le nombre de décès est de 82. Le point est signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Et vous rappelez donc que le Togo est classé premier en Afrique de l'Ouest et 7e sur le continent dans le classement Women Business and Law 2021, un classement sur l'entrepreneuriat et le leadership des femmes dans le monde, une information sur laquelle donc nous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Yata Aratem. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir, à très bientôt.